c'est le luxe qu'ont les présidents sortants, les candidats, du moins quand ils se déclarent, c'est qu'ils peuvent se permettre d'éviter de descendre dans l'arène. Alors, il le dit. Du moins au premier tour. Il sait qu'à partir du second tour, il faudra de toute façon qu'il soit confronté avec l'autre force en présence. Mais il peut se faire cette économie-là. Et il a aussi un deuxième prétexte ou une deuxième justification. Alors non seulement il y a le poids de la tradition, les autres ne l'ont pas fait, pourquoi le faire? Et puis la deuxième, c'est la situation internationale qui le préoccupe énormément. Et ce n'est pas qu'une posture. Hein. Il est très inquiet de ce qui se passe. On aura sûrement l'occasion de se pencher là-dessus. Donc pour le moment, il incarne le pater familias, le chef comme ça de la patrie, le président protecteur. Il compte continuer justement de bénéficier de cette Mais est-ce que le risque, c'est de donner l'impression qu'il fuit la confrontation? Oui, parce que certains peuvent prendre ça pour du mépris. Hein. Mais pas forcément, ça dépend comment il va le présenter. Surtout que, encore une fois, les autres présidents ont fait de même. Donc il ne fait que respecter une tradition. Et puis, quand on observe sa cote de popularité, ou du moins les intentions de vote dans les sondages, pour le moment, il ne fait que grimper. Il profite de l'effet de rassemblement dû à cette crise internationale. Donc, pour le moment, il n'est que gagnant. Il n'est que gagnant, justement, de ce choix-là. Il ne se fragilise pas. Peut-être, Renaud, qu'on peut regarder le sondage, justement, vous le disiez, il le survole. 30% au premier tour d'intention de vote à 34 jours maintenant du premier tour. Marine Le Pen, loin derrière, 18%. Valérie Pécresse, 13%. Éric Zemmour, 12,5%. Jean-Luc Mélenchon, 11,5%. Serait-il possible, Julie et chers éditorialistes, serait-il possible que la crise en Ukraine ait tué les oppositions pendant cette présidentielle? Rachel? Alors, c'est pas tout à fait faux. En effet, ça a considérablement affaibli, fragilisé les oppositions. Et pas seulement, on va être honnête, pas seulement parce que cette crise a masqué un petit peu la campagne, c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron est bon. Il est bon dans cet exercice-là et il a en face de lui des candidats qui n'arrivent pas toujours à se positionner de manière extrêmement claire sur ces questions-là, en rétropédalant un petit peu, en revenant sur des décisions. Donc, à la fois, il est bon dans cet exercice et en face de lui, il a une opposition qui n'est pas des meilleures sur cette question. C'est quand même fou. Souvenez, au début du Covid, dans les premiers mois du Covid, il y a les élections municipales qui stérilisent complètement, le Covid stérilise totalement ces élections. Bon, il y a un seuil d'absentéisme, aidez-moi, d'abstentéisme, qui est colossal. Colossal. Et ça truque un peu les résultats, hein, qu'on le veuille ou non. Et là... Manque de légitimité des élus. La présidentielle est littéralement... Les régionales, pareil. Ouais. Et là, la présidentielle est écrasée par cette guerre en Ukraine, qui va crescendo. Parce que là, on a l'impression que... Mais à mon avis, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, ça va encore prendre de l'ampleur et une dimension dramatique assez évidente, à mon avis. Mais d'ailleurs, la situation s'aggrave. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le président de la République. Et c'est lui qui était le mieux au courant. Il a tous les dirigeants de la planète au téléphone quasiment tous les jours. Et il a, en tant que chef des armées, tous les renseignements sur le terrain. Il a dit qu'aujourd'hui, effectivement, la situation s'aggrave. Hier, il a dit que l'heure était grave. Donc, effectivement, comme vous dites, ça risque pas de s'arranger dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais c'est vrai que, on vit un moment, de toute façon, historique. L'histoire est en marche. Et l'histoire dramatique est en marche. Mais c'est vrai que, pour nous, Français, qui avons une élection tous les 5 ans, qui est si essentielle, la présidentielle, qui est l'élection maîtresse, il n'y a pas de mi-terme, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'autre respiration démocratique. Et bien c'est vrai que l'absence, pour l'instant, de campagne, pas forcément de la faute des uns et des autres, mais la plupart des Français n'ont pas la tête à ça. Les candidats sont assez inaudibles, n'arrivent pas à percer le plafond de verre de cette actualité dramatique, fait qu'effectivement... On le verra dans plusieurs mois. Il y aura forcément de la frustration. Et avant même de la frustration. Et c'est mauvais d'un point de vue démocratique. Et par ailleurs, on a rarement vu une entrée en campagne, il faut le dire, aussi triste, quoi. Cette guerre en Ukraine, l'inquiétude qu'elle fait peser sur les Français. Je ne parle pas que de la menace nucléaire, bien sûr. Il y a cette menace nucléaire qui inquiète quand même beaucoup. Mais il y a ces images qu'on voit tous les jours, il y a ce côté invasion de l'Ukraine qui rappelle à ceux qui aiment l'histoire l'invasion de la Pologne en 1939, avec des images de chars, de populations civiles bombardées. Enfin, franchement, c'est pas la fête, alors que nous,
nous sommes, Rachel, un peuple politique. Nous aimons tellement les élections, les soirées électorales. Moi, je suis venu à ce métier-là par amour des soirées électorales, où j'adore voir les forces en présence, les sondages déjoués. Les débats entre candidats. Les débats entre candidats, ben, ça ne sera plus une fête, cette présidentielle. On sent, et on voit très bien l'entrée aujourd'hui à Poissy, dans l'arène d'Emmanuel Macron, c'était vraiment pas super joyeux. Et déjà avant, de toute façon, cette crise énorme et cette guerre, c'était une campagne qui n'arrivait pas à décoller. La fameuse expression c'est une campagne Tefal, ça n'accroche pas. Les Français n'arrivaient pas à s'y intéresser et les candidats ne faisaient pas grand-chose justement pour capter les électeurs. Et en effet, eu égard, enfin, si on se penche un petit peu sur la situation, il y a fort à parier que la campagne, en effet, ne décolle jamais, ne démarre pas, et qu'on assiste, presque qu'on subisse les événements politiques plus qu'on en soit acteur. Et justement, il a justifié aujourd'hui à Poissy, devant les habitants, la raison pour laquelle il est entré si tardivement en campagne, et il le dit d'ailleurs, c'est très dur dans ce contexte d'être président et candidat. On l'écoute. Ce qui est difficile, c'est d'être en même temps président et candidat. Moi qui ai beaucoup défendu le en même temps, je constate que celui-là est compliqué. On le voit bien dans la discussion. Bon. Parce que c'est plus lourd quand vous êtes président et que vous vous exprimez sur des sujets où il y a des décisions à prendre et où vous n'êtes pas là pour essayer de convaincre ou de vous opposer à un tel ou un tel, mais où vous l'êtes au nom de tous les Français. Ce qui fait que tous mes prédécesseurs qui se sont réengagés dans une campagne l'ont fait très souvent tardivement. Donc je ne suis pas une exception à la règle. Je crois même que je me présente un peu plus tôt que le général de Gaulle et que le président Mitterrand dans une campagne. Et que les présidents Sarkozy et Chirac l'avaient fait peut-être quelques jours avant moi. Bon. Mais tout le monde s'est posé cette question-là parce que c'est un moment qui est un peu compliqué à gérer. Et un moment particulièrement compliqué à gérer pour lui, parce qu'exercice très délicat. Il doit être candidat, faire des propositions aussi concrètes, Renaud, pour les Français. Et en même temps, il est là à téléphoner à Vladimir Poutine, à mener une vie diplomatique très riche en ce moment, très mouvementée. Exercice très délicat pour le président. Oui, quelques propositions à Poissy. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ce soir qui nous regardent, suppression de la redevance télévisée, sur l'éducation, autonomie des équipes pédagogiques, l'arrivée du sport dès la primaire, enfin voilà, quelques propositions qui ont été faites, notamment sur l'éducation. Mais c'est vrai que, et en racontant un peu les coulisses de la journée, on voit bien qu'Emmanuel Macron, son timing était minuté, tout ce qu'il a fait était vraiment au cordeau, pas de off, comme on dit, de coulisses où le candidat s'attarde un petit peu. Son agenda est minuté. Demain, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, vient à Paris pour parler de la guerre en Ukraine, d'éventuelles sanctions, pétrole et gaz. Est-ce qu'on doit stopper pétrole et gaz qui viennent de la Russie? Demain, il discute, échange téléphonique avec le numéro 1 chinois, excusez-moi du peu. Donc voilà, et autres discussions. Non mais pardon, je trahis un secret, mais juste avant l'émission, on discutait, vous et moi, à la machine à café, et vous m'avez dit... voilà, il parlait aux Français de la suppression de la redevance TV, etc. Du sport. Mais demain, il est avec le Xi Jinping, le patron de la Chine, le président le plus important du monde, j'allais dire le patron du monde. On n'en est pas loin. Qui a peut-être une petite influence sur Poutine, et encore. Et Blinken, c'est-à-dire qu'il est... Et d'ailleurs, nos journalistes qui étaient sur place, là, Poissy cet après-midi, nous ont dit qu'il était... amaigri, Macron, affecté physiquement, qu'il doit très très peu dormir et travailler énormément sur ces dossiers-là. Inquiet, et on sera moins. Et qu'il n'a pas un moral d'acier, il n'a pas envie de sourire. C'est pas la campagne de 2016-2017 où il avait perdu sa voix en criant dans ses meetings, etc. Là, on est dans une gravité, dans une solennité, mais dans une gravité qui est très forte. Qui inquiète, voilà, qui irradie la totalité des Français. Et regardez ce qu'on retient ce soir comme proposition. C'est pas la proposition du candidat, c'est la mesure annoncée par le président sur le prix de l'essence, sur comment, dans les jours et les semaines qui viennent, les ménages les plus modestes, qui ont énormément de trajets à faire pour aller travailler, vont pouvoir s'en sortir. Il va améliorer les aides gouvernementales, effectivement, dans un plan qui va être annoncé très rapidement, en urgence. On voit, ceux qui nous regardent, on voit le plein à 2,10 €, 2,15 €, 2,20 €. C'est-à-dire qu'il y aurait eu, s'il n'y avait pas eu la crise
et la tragédie ukrainienne. On discutera des mesures ce soir. Il y aurait eu des gilets jaunes il y a longtemps, parce que là ça devient délirant, le prix du gasoil. Du gasoil. Oui. Du gasoil. Pas seulement. Du gaz. Du blé. Du gaz. Oui, pas seulement du carburant. Oui. Du gaz. Et donc ce soir, on retient, enfin voilà, les gens qui nous regardent vont retenir ces mesures-là sur le concret. Et on voyait bien, pendant 1h30, 2 heures à Poissy, il proposait, mais il avait même du mal, dans ses phrases, à dire « je propose si jamais je suis réélu ». On avait l'impression, il dit « à la rentrée, nous ferons ». Et puis il se reprenait en disant « mais bon, je propose ». Mais on sentait que, comme il le dit, président-candidat, même dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est confus. Imaginez le gaz. Non, mais imaginez le gaz. Les gens comme moi qui ont connu le tarif sécurisé gaz naturel, gaz de France. Mon père travaillait à EDF. C'était des trucs, ça ne bougeait pas il y a 30 ans. La sécurité des approvisionnements maintenant en gaz est totalement instable. Moi, j'ai un copain, il y a 6 mois, il m'a dit, pardon de vous raconter ma vie, Rachel, mais qui m'a dit, une petite maison de campagne, je dois l'équiper en chauffage, je mets une cuve à fioul ou une cuve à gaz. Moi, je lui ai dit très naïvement, je ne suis pas expert, mais si c'était moi, je choisirais le gaz naturel. Que n'ai-je dit le prix du gaz va être prohibitif. L'électricité. Et beaucoup de Français, électricité aussi, mais beaucoup de Français qui se chauffent au gaz vont peut-être connaître des heures difficiles. Dès à présent, il y a déjà une répercussion sur les prix et l'inflation. En effet, on l'avait dit, et d'ailleurs sur ce plateau, que l'un des sujets essentiels serait le pouvoir d'achat. On le disait avant la guerre. C'est l'une des préoccupations. Lutte contre les inégalités, pouvoir d'achat, lutte contre l'inflation, ce sont les problématiques essentielles, les préoccupations premières des Français lors de la campagne. Donc, elle est très difficile puisqu'on l'a dit, cette campagne semble presque suspendue. Alors, on aime à dire que nous sommes des enfants gâtés et que nous avions oublié le sens du tragique. En réalité, les Français l'ont toujours eu, ne serait-ce que par leur histoire, on connaît tous les Français ont dans leur famille quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été enfant, à ce moment-là, résistant, etc. Donc le sens du tragique se réveille, mais les Français l'ont toujours connu et l'ont toujours eu en eux. Mais là, c'est le retour des manuels scolaires, les manuels d'histoire, ces guerres intra-étatiques qui se présentent, qu'on pensait avoir oubliées. Et en effet, Emmanuel Macron entend à la fois que président de la France, doté de l'arme nucléaire, et également président pour faire vie de l'Union européenne, et aujourd'hui l'un des personnages déterminants de ce conflit. Vous imaginez qu'il y a quelques semaines, nous disions « Ah, tout le monde répétait, il n'a pas eu de chance, pauvre Emmanuel Macron, il a eu 1 ou 2 ans de gilets jaunes, et puis 2 ans de Covid. » Et j'entendais un comique, un humoriste sur RTL dire il y a 2 jours, j'aurais bien aimé qu'on me prévienne entre le Covid et la 3e guerre mondiale, histoire que je prenne une semaine de vacances. Et c'est que maintenant, de ces 2 crises, il va peut-être en connaître une 3e, plus terrible, plus redoutable, plus dure, plus exténuante, plus fatigante pour le patron de l'exécutif encore que les 2 précédentes. Et on le voit d'ailleurs, il a essayé quand même de rassurer un peu les Français. L'objectif, c'est de mettre la pression sur Poutine pour ne pas rentrer dans une 3e guerre mondiale. C'est ce qu'il disait à Poissy encore. On veut que cette guerre s'arrête, on veut mettre suffisamment de pression sur le président russe et sur son système pour qu'il arrête la guerre. C'est aussi pour ça que je continue de lui parler comme hier encore. Mais on veut le faire par des sanctions, par des négociations, par de la pression internationale, mais sans rentrer dans le conflit et faire la guerre avec la Russie. Pourquoi ? Parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale, et parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale avec une puissance dotée, ce qui est une grande inconnue de nos siècles contemporains et modernes. Et donc nous avons tous cet esprit de responsabilité. Renaud, effectivement, il fait de la pédagogie, Emmanuel Macron. Les Français sont inquiets, sont très inquiets. On a vu d'ailleurs que certains s'achetaient des pastilles d'iode en entendant parler d'un possible risque nucléaire. Les Français sont inquiets. Emmanuel Macron, son rôle là, c'est aussi d'essayer de les rassurer dans le cadre de la campagne. Oui, dans les propos qu'on vient d'entendre, il y a 2 objectifs, me semble-t-il. Il y a le premier objectif, là, qui est l'objectif du président. Faire de la pédagogie. Nous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que la France n'est pas en guerre contre la Russie. La France et les Européens et les Américains soutiennent l'Ukraine. Mais la frontière est extrêmement tenue puisqu'on donne des armes à l'Ukraine. Donc, quelque part, les gens peuvent se dire c'est une sorte de guerre indirecte que l'on fait. Donc,
En même temps, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et nous ne pouvons pas, et ça c'est très important pour les gens qui se posent des questions, nous ne pouvons pas intervenir militairement pour aider les Ukrainiens qui demandent notamment à protéger le ciel, puisque l'espace aérien... Vous savez bien qu'on peut imaginer raisonnablement que Poutine va rapidement faire l'amalgame. Il l'a déjà fait d'ailleurs, rhétoriquement et sémantiquement. Avec quelques menaces. Oui, donc c'est-à-dire que Poutine va, comme déjà ses armées subissent un certain nombre de revers des Ukrainiens qui sont dotés de nouvelles armes très efficaces fournies par les Européens et les Américains. Avec une résistance héroïque, c'est plus dur que prévu. Quand il va y avoir 2 ou 3 revers militaires de l'armée russe à cause des équipements et des armes fournis par les Européens ou les Américains, vous imaginez bien que Poutine, très rapidement, va dire « ceux qui fournissent des armes aux Ukrainiens sont en guerre contre moi ». Enfin, ça, il l'a pas dit. Il a déjà mis la France sur la liste des pays dits hostiles. Il a mis la France sur la liste des pays dits hostiles. D'où l'importance pour Emmanuel Macron, encore une fois, le président là, qui parle, de faire de la pédagogie pour, effectivement, nous expliquer ce qui se passe. Mais en même temps, il y a le candidat qui parlait. Il répond aux critiques de ses rivaux, qui lui disent, en gros, Emmanuel Macron est humilié à chaque fois qu'il a Poutine au téléphone. Pourquoi ? On l'entend. Pourquoi il continue, un des seuls, à téléphoner tous les 2 jours. Ils se sont eus encore hier soir. Exactement, à téléphoner à Poutine pour que Poutine lui répète exactement la même chose, sans 1 centimètre de concession. Il répond, il faut laisser un canal ouvert. Il faut toujours laisser un canal ouvert. Il y a toujours de la diplomatie pendant que les armes parlent. À la fois, il y a des combats sur le terrain, mais à la fois, ne serait-ce que pour essayer, dans la voix, dans les mots employés, peut-être des informations, où en est l'état de Vladimir Poutine. Donc, il répond à des rivaux là-dessus, et puis il répond à des rivaux. On voit Jean-Luc Mélenchon qui dit « il faut sortir de l'OTAN », et on voit par exemple le tournant que prend Jean-Luc Mélenchon, qui est maintenant le candidat de la paix. Je défends la paix. Il faut sortir de l'OTAN. Qu'est-ce que c'est en gros que cette guerre qui ne dit pas son nom, dans laquelle le pays serait embarqué? Il l'a dit hier. Le Mali, on n'a eu qu'un vote et après, on n'a pas eu le choix. Donc voilà, on sent que dans la campagne, sur le sujet de la guerre en Ukraine, il a voulu répondre à ses rivaux, mais surtout, je crois quand même, le plus important, faire de la pédagogie, parce que les semaines qui viennent vont être longues. On est avec Laetitia Avia, députée LaREM de Paris. Bonsoir Laetitia Avia, merci d'être avec nous aussi tard. Bonsoir. C'est gentil d'être avec nous aussi tard. Laetitia Avia, cette campagne ne va pas du tout ressembler à ce que tous les passionnés de politique, qu'ils soient dans le camp d'Emmanuel Macron ou pas, auraient rêvé. On sent quand même que l'ambiance est lourde, que le conflit ukrainien plombe tout ça, non? Dans une période qui est une période compliquée, c'est une période qui est dure, c'est une période qui est grave. Vous le disiez tout à l'heure, je vous entendais... Nos concitoyens ne sont pas forcément non plus dans la période de campagne parce que il y a cette inquiétude au regard de la situation internationale et nous devons toutes et tous composer avec cette difficulté et faire vivre tout de même notre démocratie puisque ce temps démocratique, ce temps de la présidentielle, il est aussi attendu de beaucoup de personnes. Et donc, c'est pour ça que nous devons rester sur le terrain. C'est pour ça que nous devons continuer de faire campagne malgré tout et que nous avons un candidat qui est aussi président, qui est président autant qu'il le doit et qui est candidat autant qu'il le peut. Avec cette décision, donc il a officialisé ce soir au micro de Paul Larrouturou, cette décision du président de ne pas participer à un débat avant le premier tour. C'était pourtant demandé notamment par Marine Le Pen qui dit s'il n'y a pas Emmanuel Macron lors d'un premier débat, j'y viendrai pas. Valérie Pécresse demande qu'il soit présent également. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher d'éviter la confrontation avec les autres et le débat démocratique justement? Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. La première chose, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais reculé devant le débat. Et on sait d'ailleurs qu'il aime débattre. Il n'a jamais renoncé à aller dans l'arène. Il va le faire autant de fois que possible, avec une priorité dans un calendrier qui est extrêmement restreint. C'est celui d'échange avec nos concitoyens. C'est celui d'échange avec les Français. Oui, il y a très peu d'opportunités. Oui, moi, je suis députée et je suis aussi militante. J'adorerais avoir de très grands meetings avec des dizaines de milliers de personnes. Eh bien,
On a des difficultés aujourd'hui à pouvoir entrer dans ce cadre de campagne, il faut chacun s'adapter. Un débat à 12 candidats où finalement le candidat président aurait peut-être 5 minutes pour s'exprimer, on sait tous que cela n'apporte rien au débat démocratique. Oui, Laetitia, il y a une question. Effectivement, pas de débat avec les autres candidats avant le second tour, c'est la tradition. Mais quand même, est-ce que compte tenu du contexte et compte tenu du refus de ce débat-là, franchement, quand on regardait le format de ce soir de la rencontre à Poissy entre Emmanuel Macron et les habitants de Poissy, format qui ressemblait exactement au grand débat, où les questions n'étaient pas très méchantes, on peut même dire bienveillantes, où il n'y avait pas vraiment de mise en difficulté du candidat Emmanuel Macron, est-ce qu'à un moment donné, dans les prochains formats, il ne pourrait pas y avoir quand même, ne serait-ce que pour l'explication démocratique, la conversation avec les Français, eh bien, comme on dit en anglais, j'aime pas trop ce mot, mais qu'Emmanuel Macron soit plus challengé quand même. Ce soir, c'était quand même assez cousu pour lui, hein. Je crois qu'Emmanuel Macron a été challengé puisqu'on lui a posé des questions qui sont des questions exigeantes. Alors certes avec bienveillance, mais vous savez, la bienveillance, elle est aussi bienvenue en politique. Et moi, quand je suis sur le terrain, les gens ne viennent pas me hurler dessus pour me parler de choses vraies qu'ils ressentent et de difficultés. Les points qui ont été évoqués ici, que ce soit des questions relatives au pouvoir d'achat notamment, au travail, ce sont des éléments qui sont extrêmement exigeants et auxquels Emmanuel Macron a répondu avec vraiment de précision et en faisant à la fois son bilan, mais aussi des propositions. On a eu pendant 2 heures un candidat qui a répondu à des questions extrêmement concrètes et qui a fait des propositions, cela sans filet, sans être dans ce format traditionnel d'une personne derrière un pupitre avec un discours. Et moi, je trouve que cela, c'est ce qui répond aussi à cette demande de chacun, avec des échanges peut-être aussi un peu plus directs, concrets, et répondant à des situations réelles. Merci Laetitia Avia. Belle soirée, merci d'avoir été avec nous aux alentours de minuit. Justement, il est minuit moins 3, mesdames, messieurs. On reste encore 1 ou 2 minutes sur Emmanuel Macron à la campagne. Une dernière... Après, on bascule sur l'Ukraine parce qu'il s'est passé des choses ce soir. Effectivement, on fera le point sur les dernières évolutions, mais une dernière séquence qu'on voulait vous montrer, Emmanuel Macron, donc, qui était à Poissy, mais juste avant, il était à son QG de campagne dans le 8e arrondissement de Paris, où il a appelé à ne pas éluder la campagne. Il était devant ses soutiens, les élus qui l'ont parrainé, tous les gens qui soutiennent le président candidat, qui était très ému. En tout cas, il avait l'air ému. On regarde la séquence. Retrouver des visages qui correspondent à toutes les étapes de ces dernières années, à tous nos territoires, qui sont pour moi des souvenirs de rencontres, de travail, d'engagement, de déplacements, de combats menés, et qui correspondent en quelque sorte à toute la stratification de ce combat politique, me rappelle que c'est toujours et avant tout une aventure humaine. Et donc, je vous le dis avec beaucoup d'émotion. D'abord, ça me fait du bien. Et ça me touche beaucoup que vous soyez là, ici, présent aujourd'hui, et de l'autre côté de l'écran. Voilà, merci. Rachel Binas, franchement, il est ému. Ça me rappelle la campagne du passé, etc. Mais vous vous souvenez de la campagne 2016, là, ces cris dans les meetings où il avait perdu sa voix. Le fameux projet. Le fameux projet. Franchement, là, c'est presque un truc underground. On a l'impression qu'il est caché dans un bunker avec 10 personnes. J'exagère et je prends ce langage quelque peu guerrier pour m'adapter à la couleur générale de l'ambiance. Mais ça n'a rien à voir avec la campagne 2016. On n'est pas dedans. C'est deux campagnes extrêmement différentes. Dans la continuité de ce que s'expliquait Renaud tout à l'heure, c'est que, en effet, il ne sort pas de sa zone de confort. Il sort de sa zone de confort, non pas pendant cette espèce de campagne, avec tous les guillemets que ça nécessite, mais sur le dossier de l'Ukraine. Et en effet, il n'aura pas à défendre, par exemple, son bilan, comme le font normalement les présidents sortants. Là, ce qui va se jouer pour lui, c'est le conflit, de toute façon, entre la Russie et l'Ukraine, et rien d'autre. Avec des décisions très dures à prendre, il ne doit pas se tromper là-dessus. Non, il ne peut pas se tromper, mais imaginez qu'il est là, en train de faire le même boulot que
que Poutou, Artaud, Zemmour, Le Pen, c'est-à-dire attirer le chaland, alors que dans sa tête, il est déjà avec Anthony Blixen qui voit demain, c'est-à-dire aujourd'hui, là, puisqu'il est minuit passé. C'est pour la forme, ce qu'il fait, c'est pour la forme. Et il a un entretien avec le numéro 1 chinois, Xi Jinping, là. Donc, bien évidemment, aller raconter dans une réunion électorale qu'il faut... c'est le passage obligé pour la forme. Mais bien sûr que, dans le fond, il n'y est pas, comme vous le dites très bien, son esprit, de toute façon, est ailleurs. Et ça pourrait l'être pour n'importe quel président, de toute façon. Mais nous, surtout. Alors là, c'est un petit peu plus inquiétant, parce que la question quand même, et qui a été abordée, celui du fameux temps démocratique, la question c'est est-ce qu'il pourra se jouer. Et s'il ne se joue pas, le risque ensuite, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'humeur des peuples ressorte dans la rue ou autrement. Mais si ce rendez-vous politique est manqué quelque part, les conséquences sociales peuvent être extrêmement importantes. Espérons qu'il puisse y avoir un peu lieu, absolument. Julie. On fait le point à minuit.